à tous pour ce webinaire consacré au diagnostic Perfeco Santé qui permet d'évaluer les coûts de la non-santé en entreprise. Ce webinaire est organisé par le réseau Anactaract. Le réseau Anactaract, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement qui dépend du ministère du Travail, et un réseau de 16 associations régionales, les ARACT. Donc le réseau a pour mission de mettre à disposition des entreprises toutes les méthodes, outils et connaissances qui permettent l'amélioration des conditions de travail et aussi d'accompagner ces entreprises-là, notamment par l'intermédiaire des ARACT, dans toutes les démarches qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, donc qui se déroule pendant 5 jours avec des événements qui sont organisés en région et plusieurs webinaires sur le thème cette année de la performance, ou plutôt des performances, puisque vous voyez que le pluriel est suggéré, et je reviendrai rapidement tout à l'heure sur les différentes définitions de la performance et les questions que cela peut poser. Vous pouvez suivre l'ensemble des événements et prendre connaissance de l'agenda sur le site de la Semaine de la qualité de vie au travail. Cette semaine pour la qualité de vie au travail est l'occasion pour nous d'échanger sur les méthodes et outils qu'on propose de mettre à disposition des entreprises pour combiner la performance et l'amélioration des conditions de travail. On va vous en présenter un exemple par l'intermédiaire du diagnostic Perfeco. Ce webinaire est organisé en partenariat avec Clésia, qui est un groupe de protection sociale, et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Patricia, qui est à mes côtés et que je vais laisser se présenter. Alors bonjour, Patricia Ormia, responsable innovation et services au sein du groupe Clésia. Donc brièvement, quelques mots sur le groupe Clésia. Donc c'est un groupe de protection sociale, c'est un groupe paritaire qui intervient dans tous les domaines de la protection sociale, retraite, santé, prévoyance, action sociale et innovation sociale. Donc le groupe accompagne 300 000 entreprises, 3 millions de particuliers et 1,9 million de retraités. Et nous avons une particularité, celle d'être proche et d'accompagner de nombreuses branches professionnelles, et notamment celle du transport. Merci. Donc le déroulement, donc je suis Charles Parmentier, je suis chargé de mission à l'ANACT et je suis responsable du projet Perfeco Santé. Le déroulement de ce webinaire, donc on va vous présenter en quoi consiste ce diagnostic et pourquoi il a été conçu. Ensuite, on vous expliquera de manière un petit peu plus concrète comment le réaliser, en rentrant dans le détail et en prenant l'exemple d'une entreprise dans la grande distribution. Tout au fil de cette présentation, Patricia pourra intervenir puisqu'ils ont choisi d'utiliser ce diagnostic dans le cadre de leurs actions. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions, on essayera si possible de répondre au fil de l'eau et sinon dans tous les cas il y aura un temps à la fin pendant lequel on pourra répondre aux différentes questions que vous nous aurez posées. Alors quelques mots déjà pour présenter le diagnostic Perfeco Santé et revenir sur les questions des liens entre la santé au travail et la performance. On pose pas mal de questions déjà sur la définition même de la performance, puisqu'on se rend compte que c'est difficile de définir cette notion. On a bien sûr à l'idée la première approche qui est une approche financière de la rentabilité de l'entreprise ou des activités, mais cette définition pose pas mal de problèmes ou présente ses limites pour tout ce qui relève des activités non lucratives ou des activités notamment du secteur public. Alors on pourrait dire que la performance, c'est l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Et puis depuis les années 70, on se pose aussi pas mal de questions autour de la performance globale, puisqu'on considère que réaliser, atteindre ses objectifs, qu'ils soient financiers ou autres, c'est bien, mais si c'est en le faisant sans dégrader à la fois l'environnement et les hommes et les femmes qui travaillent, c'est encore mieux, et c'est notamment l'objectif des politiques, notamment de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Alors, en ayant dit ces quelques mots sur la performance, on peut aussi se poser la question de savoir comment établir les liens entre la santé au travail et la performance. On peut voir qu'il y a deux grandes façons. Déjà, il y a toute la question, on va dire, économique ou financière, puisqu'on sait que les atteintes à la santé, notamment au travers les accidents du travail et les maladies professionnelles, ont un coût, présentent un coût pour l'entreprise. Et on sait aussi que les conditions de travail dégradées, en provoquant de l'absentéisme, de la sinistralité, ou du turnover vont représenter un coût pour l'entreprise. Et puis bien sûr, il ne faut pas négliger le fait que les salariés qui sont en bonne santé vont pouvoir bien faire leur travail et ça va aussi favoriser leur capacité d'innovation, d'adaptation et la capacité pour l'entreprise d'inventer et donc d'améliorer la qualité de service. Alors, le diagnostic Perfeco Santé, lui, il est vraiment centré, il concerne les coûts liés aux conditions de travail dégradées, donc c'est bien de cela dont on va parler au cours de ce webinaire.
Alors, le diagnostic Perfeco, les objectifs de ce diagnostic, c'est qu'il est relativement simple à opérationnaliser. Il permet de se réaliser assez rapidement et il se base sur des données existantes dans l'entreprise, ce qui le rend on va dire, normalement assez accessible. Alors, il est issu à la base de plusieurs expériences qui ont été menées dans les entreprises du secteur agroalimentaire et pour lesquelles on s'est rendu compte que les conditions de travail dégradées, de manière générale, sur les conditions de santé, de sécurité, sur le management, sur les relations à l'intérieur de l'entreprise, provoquaient un certain nombre de manifestations par du désengagement, de l'absentéisme, des accidents du travail et aussi des départs non souhaités par l'entreprise avec un manque d'attractivité qui représentait des coûts importants. Et on s'est dit, si on pouvait estimer relativement facilement le coût potentiel que cela représente, ça permettait peut-être de convaincre les directions de s'engager dans les démarches de prévention. Donc le diagnostic permet d'échanger en interne sur le coût potentiel de ces conditions de travail dégradées, mais aussi sur la pertinence de certains choix qui sont faits en matière de gestion des ressources humaines et de prévention. Alors, comme je vous l'ai dit, l'objectif est qu'il soit relativement simple à mettre en place et assez facile à réaliser. Il est conçu à partir du modèle des perturbations-régulations. Alors, on va donner quelques détails par ce qu'on entend sur ce modèle. Quand il y a des conditions de travail qui sont dégradées, ça va provoquer des perturbations pour l'entreprise, à savoir de l'absentéisme, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et aussi, comme on l'a dit, un certain nombre de départs non souhaités et du turnover. Pour faire face à ces perturbations, l'entreprise va être obligée de mettre en place ce qu'on appelle des régulations, notamment pour remplacer les absents. Ces différentes régulations, ça peut être des recours au CDD, du recours à l'intérim, de la réalisation d'heures supplémentaires et aussi les temps d'intégration pour embaucher les nouvelles personnes qui vont remplacer celles qui sont parties. Et donc on fait une estimation de l'ensemble de ces coûts, notamment en matière financière en euros, mais aussi en équivalent temps plein, c'est-à-dire qu'on va dire avec l'ensemble de ces coûts combien de personnes en CDI l'entreprise aurait pu embaucher, ce qui est souvent un argument qui parle plus que des simples données financières ou un taux d'absentéisme. Alors, sur les moyens à mettre en œuvre pour ce diagnostic, vous trouverez sur le site anact.fr à la rubrique publication le document qui reprend l'ensemble des étapes. Vous voyez qu'il faut disposer d'un certain nombre de données dont je vous laisse prendre connaissance ici, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le détail sur le document. Le diagnostic est prévu pour être réalisé sur une année calendaire, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et si les fichiers de données sont bien constitués, il devait prendre une demi-journée à une journée de travail, sachant qu'un accompagnement par les ARACT est possible si vous souhaitez réaliser ce diagnostic et que vous rencontrez des difficultés. Quelques limites et précautions avant de passer au détail de la méthode. C'est qu'il s'agit avant tout d'une estimation assez rapidement réalisée et pas d'une analyse précise ou d'une estimation trop précise des coûts. Donc c'est une estimation qui ne tient pas compte non plus de tous les coûts indirects. Par exemple, les coûts administratifs liés à la réalisation des contrats ne sont pas intégrés dans ce diagnostic, ce qui demande une certaine prudence dans l'interprétation. Il faut aussi vérifier que le diagnostic correspond bien au contexte. La réalisation de ce diagnostic, on l'a dit, c'est un outil qui permet de sensibiliser les directions à l'intérêt qu'elles peuvent avoir à conduire des actions de prévention. Et pour autant, tous les contextes, tous les secteurs d'activité ne se prêtent pas à ce diagnostic. Et il s'agit avant tout de créer un support de discussion qui pourra faire donc être un outil de sensibilisation. Alors justement Patricia, vous pouvez nous dire vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce diagnostic, comme vous pensez le mettre en œuvre chez Clésia? Alors c'est un outil tout d'abord qui nous intéresse parce qu'il permet de traduire en espèces sonnantes et trébuchantes le coût de la non-prévention ou alors de traduire en équivalent salarié le nombre de salariés qui auraient pu soutenir ou développer l'activité. Alors Perfeco, ça permet de rendre tangible le lien qui existe entre santé, qualité de vie au travail et performance de l'entreprise. C'est un outil qui va aider à construire des argumentaires pour aller porter ce message auprès des décideurs et permettre effectivement aux décideurs d'être motivés par ce sujet et également être un levier de motivation et de décision. Pardon.
D'accord. Et vous avez pensé dans un premier temps l'utiliser dans le secteur du transport. Alors pourquoi ce secteur en particulier? Alors, il y a plusieurs éléments qui nous poussent effectivement à démarrer la promotion de ce diagnostic auprès des entreprises du transport. Alors tout d'abord, en termes de contexte, il y a des enjeux forts aujourd'hui sur le recrutement et la fidélisation des salariés du transport et également sur le maintien dans l'emploi puisque des seniors, puisque les branches du transport ont les salariés des branches du transport ont une moyenne d'âge de 44 ans. De plus, la branche transport a un taux AT-MP qui est assez important, qui est 2,5 fois plus important que la moyenne des entreprises. Donc il y a là aussi un enjeu très très fort sur la branche. Il y a également le fait que tant les employeurs que les salariés sont intéressés par les employeurs par déployer et les salariés par bénéficier d'actions de prévention. On a mené une enquête avec l'IFOP en septembre dernier qui montre que pour les entreprises, pour les salariés, que le fait de disposer d'un dispositif qui leur permette de rester en bonne santé, c'est une des premières réponses qu'ils ont citées comme facteur d'attractivité et d'intérêt pour continuer à travailler dans la branche. Et puis, dernier point, une dynamique qui est fortement impulsée par les partenaires sociaux du transport qui ont mis en place un régime de prévoyance particulièrement innovant, fondé sur la prévention et qui a pour objectif de transformer l'entreprise en un lieu de qualité de vie au travail où la santé des salariés va s'allier à la performance de l'entreprise. Donc c'est une première dans le monde de la protection sociale puisque le degré élevé de solidarité de ce régime crée une politique incitative à la prévention. Lorsque les salariés mènent des actions de prévention, ils gagnent des points de solidarité et ces points de solidarité vont pouvoir être convertis en services d'accompagnement lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, donc soit eux, leur conjoint ou leur enfant. Donc par exemple, une maladie chronique, une ALD, en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, par exemple. D'accord. Alors, maintenant, on va voir un petit peu dans le détail comment mettre en œuvre ce diagnostic et comment il se réalise. Avec, dans un premier temps, donc on l'a dit, une analyse des perturbations, puis dans un deuxième temps, une analyse des coûts liés aux régulations que l'entreprise met en place pour remplacer notamment les salariés qui sont absents, et puis dans l'objectif de faire une synthèse des coûts et qui reprend l'ensemble de ces éléments. Alors, comment on analyse les perturbations? Donc, trois grands postes de coûts, si on peut dire. Ils sont l'absentéisme, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et le turnover avec les départs non souhaités. Donc, une première étape, et c'est valable pour l'ensemble des perturbations qu'on observe, c'est déjà de s'interroger sur les métiers ou les activités pour lesquels on rencontre le plus de problèmes, notamment l'absentéisme. Alors dans l'exemple là, qu'on va suivre tout au long de la présentation, qui est un exemple dans la grande distribution d'une entreprise d'à peu près 200 personnes, vous voyez par exemple, vous voyez ici dans l'exemple qui est donné que le personnel des caisses, c'est en bas du tableau, représente 24% de l'effectif, mais 36% des durées d'absence totale. Donc on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'il y a plus d'absentéistes dans ce secteur-là plutôt que dans l'autre, et donc peut-être de cibler les actions et les questions qui peuvent se poser sur cette activité en particulier. Alors comment on estime le coût direct de l'absentéisme? L'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble des coûts qui sont liés aux indemnités versées par l'entreprise pour les salariés absents pour raison de santé, en plus de la prise en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des coûts qui vont être supportés par l'entreprise pour des salariés qui ne sont plus en mesure de travailler ou qui ne sont pas là pour travailler. Alors bien sûr, ce calcul se fait en tenant compte des accords ou de la convention collective applicable, puisque les dispositions qui sont prévues dans les entreprises pour le maintien de salaire ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut faire attention à ces différentes dimensions. Voilà. Alors, dans l'exemple là qu'on a ici dans l'entreprise, l'ensemble des coûts, donc des indemnités qui sont versées en complément des indemnités de sécurité sociale, s'élève à 38 000 €. Et donc, comme on vous l'a dit, on le traduit en nombre de personnes qu'on pourrait embaucher
en CDI avec l'équivalent de ces coûts, c'est-à-dire 1,4 ici, 1,4 personnes. Vous voyez aussi qu'on indique et qu'on traduit le taux d'absentéisme en nombre de TP qui sont absents en moyenne tout au long de l'année, puisque parfois un nombre de personnes absentes, là sur 200 personnes, ça veut dire qu'il y a 8 personnes qui sont en permanence absentes. Ça parle plus que d'avoir un taux d'absentéisme qui est aux alentours de 4%. Donc voilà pour le calcul des coûts qui sont liés à l'absentéisme. Deuxième poste important de coûts, c'est tout ce qui est lié à la sinistralité. Alors, il faut savoir que l'ensemble des cotisations des entreprises pour les accidents du travail s'élève, par exemple, en 2018 à 13 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est une somme particulièrement importante. Et c'est une somme qui est souvent ignorée par les directions, disons que le montant de leurs cotisations, puisque c'est considéré comme une charge patronale comme une autre, alors que ce montant de cotisation il est directement lié aux événements qui se passent dans l'entreprise. Alors pour les entreprises de plus de 20 salariés, il y a une petite nuance pour les plus petites qui sont au taux collectif et qui ont un taux qui est fixé indépendamment des événements qui s'y passent. Et justement, Patricia, vous parliez de l'enquête IFOP tout à l'heure, et par rapport à cette perception du coût par les entreprises, il y a eu une question qui était intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. On a demandé aux entreprises donc, quel était, selon elles, le coût des arrêts accidents de travail par entreprise pour leurs salariés. Et donc, 22% d'entre elles ont répondu moins de 100 euros. Ce qui montre effectivement une totale sous-estimation du coût de ces cotisations AT-MP. Et 24% d'entre elles ont répondu entre 100 et 1000 euros. Alors que ce qu'on constate dans les branches du transport, c'est que le montant de la cotisation est entre 800 et 1750 euros. Donc on voit bien que les entreprises sont loin de cette réalité. Donc parfois c'est 10 fois plus que ce qu'un quart des chefs d'entreprise s'imaginent par rapport à ces taux de cotisation. Voilà. Et donc, on voit aussi tout l'intérêt de montrer l'importance de ces coûts et l'intérêt de pouvoir dégager enfin en tout cas convaincre la pertinence de conduire des actions de prévention. Alors, comment analyser les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles? C'est relativement simple, puisque alors, il y a deux façons de le faire. La première, qui est la plus simple, c'est de partir du taux net de l'année N considéré pour faire le diagnostic. Puisque c'est un taux de cotisation qui est fixé par la CARSAT en fonction des événements qui se sont produits dans l'entreprise au cours des 3 dernières années, et donc qui vont donner la somme à payer. Une autre façon de le calculer, c'est de partir des accidents du travail et maladies professionnelles qui se sont produits pendant l'année en question, puisque la Sécurité sociale propose un barème qui, en fonction des durées d'arrêt, propose un coût pour chacun des accidents. Donc, il est possible de faire une somme. Les deux techniques sont faisables, sauf que la deuxième est un petit peu plus fastidieuse et la première est un petit peu plus simple à mettre en place. Là, dans l'exemple qu'on vous donnait, toujours dans le même établissement, on voit que pour un taux de cotisation d'un peu plus de 4% et une masse salariale qui approche les 4 millions d'euros, on a un coût lié aux accidents du travail et maladies professionnelles de près de 167 000 euros, qui représente en équivalent en ETP 6 personnes, donc un coût beaucoup plus important que l'absentéisme. Enfin, dernier élément lié aux perturbations, on sait que les conditions de travail peu attractives et dégradées entraînent souvent des départs non souhaités, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de perte de compétences, et puis aussi les temps d'intégration pour former des personnes qui ont été coûteux et qui sont des temps qui sont ensuite perdus lorsque ces personnes s'en vont. Souvent, quand on pense mauvaises conditions de travail ou problèmes de santé, on pense évidemment explicitement à la sinistralité ou à l'absentéisme, et pour autant, on voit dans les entreprises que c'est aussi la question de savoir comment on peut garder ses salariés et éviter qu'il y ait des départs, d'où l'intérêt de s'intéresser notamment aux motifs de départ dans une entreprise, puisqu'on voit dans certaines entreprises, il y a 60-70% des gens qui partent de leur propre initiative dans le cadre de démission, et donc on peut s'interroger, savoir comment on pourrait faire pour les garder plus longtemps. Alors, il n'y a pas de coût direct lié à ces départs non souhaités, enfin, sauf évidemment dans le cas, par exemple, de rupture conventionnelle, mais on peut s'interroger sur le fait que ce soit réellement des départs non souhaités. En fait, les coûts, ils vont être associés à l'embauche et à l'intégration des nouveaux embauchés qu'on va voir dans le cadre des régulations. Donc, les régulations, là, on a vu l'ensemble des coûts liés aux perturbations. Maintenant, l'ensemble des coûts qui sont liés aux régulations. Alors, elles sont de 4 types, de 4 natures. Après, bien sûr, il peut y en avoir d'autres en fonction des contextes, mais ce sont les 4 principaux. Le recours au CDD, le recours à l'intérim, les heures supplémentaires et les temps d'intégration des nouveaux. Alors, pour remplacer des absents, un certain nombre d'entreprises ont recours à différentes formes de contrats, les CDD ou l'intérim, qui représentent bien sûr des surcoûts par rapport à une embauche au CDD ou en CDI.
D'une part parce que pour les CDD, il y a le prime de précarité et une indemnité de congé payé. Et puis pour les intérimaires, le coût horaire est souvent évidemment plus important que le coût horaire d'un salarié normal. Alors, pour toujours suivre notre exemple, là, dans cette entreprise, si on faisait la somme des coûts liés au CDD, en fait, il suffit de prendre la somme des salaires bruts chargés des CDD et puis d'y ajouter la prime de précarité de 10% et l'indemnité compensatrice de congés payés. Et donc, on arrive à un montant ici, dans l'exemple, qui revient à environ 100 000 € et qui représente 3,8 ETP. Pour les coûts liés à l'intérim, alors là souvent on a des conditions qui sont un petit peu plus complexes ou un petit peu plus fastidieuses parce que souvent les intérimaires ne sont pas intégrés dans les fichiers de données du personnel et donc ça demande de faire un petit peu plus de recherche. Néanmoins, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le taux de facturation horaire des intérimaires et de le comparer au taux horaire des salariés de l'entreprise, de faire la différence et de multiplier par le nombre d'heures d'intérim réalisées. Donc là, dans l'entreprise, encore une fois, dans l'exemple, on a un montant qui s'élève à environ 118 000 €, ce qui représente 4 TP. On a aussi souvent recours aux heures supplémentaires pour remplacer les salariés qui sont absents. Donc là, il suffit de prendre le nombre d'heures réalisées et de multiplier par le taux de majoration qui peut varier de 10 à 50% en fonction du nombre d'heures réalisées ou des accords ou conventions, accords d'entreprise ou conventions collectives qui permettent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires dans un certain nombre de cas. Alors dans l'exemple qu'on vous a donné, ici on voit que le coût est relativement réduit puisqu'il s'élève à 20 000 €, ce qui représente 0,7 équivalent temps plein. Enfin, dernier poste on va dire, de régulation, c'est l'intégration et l'adaptation des personnes qu'on va embaucher pour remplacer les départs non souhaités. Alors évidemment, il est toujours difficile de dire si un départ est ou pas non souhaité par l'entreprise. Donc ce qu'on conseille de faire, c'est de prendre l'ensemble des coûts liés à l'intégration des nouveaux embauchés et puis de voir dans un deuxième temps quelle est la proportion des départs qu'on peut attribuer aux conditions de travail dégradées. Alors là, ce calcul, il est un petit peu plus compliqué. La méthode qu'on propose, qui a aussi ses limites et qui peut être discutable, mais qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est qu'on va calculer un temps, entre guillemets, improductif pendant lequel la personne est en formation ou est obligée d'apprendre son poste. Alors, il faut savoir que c'est bien de le mettre en discussion dans l'entreprise, parce que dans un exemple, on a vu que quand on demandait combien de temps il fallait pour être opérationnel sur son poste, le DRH répondait 15 jours, alors que le responsable du service en question répondait 6 mois. Donc il faut quand même prêter attention à ces éléments-là. La réponse n'est pas forcément évidente. Et puis en fonction du temps improductif, là dans l'exemple qu'on vous donne, on peut dire que pendant un mois, il y a un temps improductif de 50% et 2 mois suivants de 30%. Donc on additionne en fait la proportion du salaire brut mensuel qui est consacrée uniquement au temps de formation et pas au temps de production. Là, dans l'exemple qu'on a ici, on a un coût qui est de 55 000 € et qui représente 2 équivalents temps plein. Alors justement, dans le secteur du transport, ces questions d'attractivité et d'intégration est assez importante. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait, parce que c'est un secteur qui recrute et qui a aujourd'hui des difficultés à recruter. D'où alors l'intérêt effectivement, de fidéliser les salariés qui sont en poste et puis d'améliorer l'attractivité de la branche. Aujourd'hui, il y a 43% des entreprises qui disent avoir éprouvé des difficultés à recruter, alors que c'est un secteur qui recrute, qui cherche notamment des conducteurs. 9 postes qui sont en cours de recrutement sont des postes de conducteurs. Et puis, il y a aussi en termes de perspective, le fait que les salariés de plus de 50 ans sont 2,5 fois plus nombreux que ceux de moins de 30 ans et que, alors il y a encore un peu de temps forcément, mais à terme, il va y avoir aussi des départs et donc il va falloir faire de ce secteur professionnel un secteur vraiment attractif où effectivement il y a une qualité de vie, la santé est bien prise en compte, bien animée au sein de l'entreprise pour pouvoir fidéliser et recruter.
que vous me disiez qu'il y a des entreprises dans lesquelles les salariés partaient assez facilement s'ils trouvaient des meilleures conditions de travail ailleurs, ce qui posait un Alors, meilleures conditions de travail ou salaire. Salaire. Voilà, ou salaire, ou un camion qui leur plaît plus, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension très forte en ce moment sur le recrutement et tout l'intérêt également de ce programme, quand je parlais du degré élevé de solidarité, de la politique incitative à la prévention, c'est de faire vraiment de l'entreprise un lieu où la santé, la qualité de vie au travail est animée en présentiel aussi par les employeurs et on les accompagne en cela. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces calculs-là, et encore une fois, la présentation est assez rapide, donc n'hésitez pas à aller consulter le document qui vous représente l'ensemble de la méthodologie sur notre site web. L'intérêt à la fin de ce diagnostic, c'est de présenter la synthèse des coûts qui reprend l'ensemble des différentes dimensions qu'on a vues par rapport aux perturbations et aux régulations. On voit ici dans l'exemple que je vous donnais que l'ensemble des coûts s'élève à 500 000 €, ce qui représente 18 équivalents temps plein. Donc pour une entreprise d'environ 200 personnes, ce n'est pas négligeable. Alors bien entendu, dans l'ensemble de ces coûts, après, il faut voir ce qui peut être transformé ou amélioré par une évolution des conditions de travail. On sait par exemple que pour la sinistralité, la cotisation AT-MP, même s'il n'y avait aucun accident dans l'entreprise, le taux de cotisation ne serait pas de 0, mais serait quand même de 1, donc ce qui ne veut pas dire qu'on peut atteindre une somme qui soit tout à fait nulle par rapport à ces coûts, mais ne serait-ce que d'avoir une idée, une représentation de ce qu'ils représentent, peut inciter à s'engager dans des démarches de prévention. Alors, quelques réserves en synthèse et en conclusion par rapport à la réalisation du diagnostic, c'est que, comme on l'a dit, il s'agit bien d'une estimation qui ne tient pas en compte de tous les coûts indirects. Donc il y a de nombreux coûts qui peuvent s'ajouter. Je pense à la sinistralité. On dit que le coût réel pour l'entreprise, quand il y a un accident du travail, est 4 à 5 fois supérieur à ce qui est payé réellement au niveau du taux de cotisation. Donc on peut imaginer que les coûts sont en réalité bien plus élevés. On l'a dit tout à l'heure, mais l'intérêt de ce type d'analyse dépend du contexte de l'entreprise. Il faut présumer qu'il y a des conditions de travail relativement dégradées et qui engendrent pas mal de perturbations. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coûts ou que les coûts sont assez modérés qu'il ne faut pas se poser des questions sur l'amélioration des conditions de travail. Voilà, donc c'est un diagnostic qui peut être réalisé par le réseau ANACT et les ARAC notamment peuvent vous accompagner dans sa réalisation. Alors, Patricia, aujourd'hui, ce diagnostic, comment vous pensez le mettre en œuvre au sein de Clésia ? Alors aujourd'hui, nous accompagnons les entreprises pour leur performance sociale au travers des garanties et des services que nous proposons. Et cet outil de diagnostic qui permet le pilotage social en fait, de la performance de l'entreprise viendra compléter la boîte à outils de ce que nous proposons aujourd'hui à nos entreprises clientes. Alors, l'ANACT et Clésia sont partenaires depuis septembre 2018 et donc on va promouvoir Perfeco auprès de nos clients, leur faire connaître aussi les autres offres de l'ANACT qui peuvent les accompagner dans toute la question de la santé au travail et de la qualité de vie au travail. Et puis nous leur faisons aussi connaître tout l'écosystème, parce que c'est vrai que pour nos entreprises, c'est pas évident de se repérer dans tout ce qui est présenté aujourd'hui, que ce soit par les CARSAT, l'assurance maladie risque pro, l'INRS, etc. Et mutualiser nos expériences respectives et puis nos approches affinitaires, puisque l'ANACT-ARACT a cette sensibilité affinitaire par rapport aux branches professionnelles, tout comme Clésia, afin effectivement d'accompagner les partenaires sociaux et les branches dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est ce qui a effectivement réuni nos deux maisons. Donc il y a des outils, on est d'ailleurs en train de travailler sur certains qui seront dédiés à certaines branches professionnelles et notamment celle du transport pour pouvoir coller à la réalité des entreprises. Ce que nous souhaitons avec Perfeco, c'est vraiment faire toucher du doigt l'impact de la non-prévention ou de la non-santé au travail. Nous avons effectivement, nous proposons plusieurs services et une protection sociale complète aux entreprises du transport. Et l'idée, c'est aussi qu'elles se rendent compte effectivement de toute l'offre qui leur est proposée pour pouvoir animer une politique au sein de leur entreprise et de pouvoir recourir aux garanties et services que nous proposons. D'accord.
Alors, merci Patricia, je vois qu'on a quelques questions, donc n'hésitez pas dans le cadre du chat si vous voulez nous poser des questions. Il nous reste un peu de temps pour en discuter ensemble. Une question, est-ce que le diagnostic Perfeco est adapté au secteur de la fonction publique? Alors, c'est vrai que dans sa forme actuelle, il n'est pas adapté au secteur de la fonction publique puisque les conditions d'indemnisation ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque dans la plupart des cas, les administrations sont leurs propres assureurs, donc on ne peut pas se servir de la méthode pour la calquer exactement dans ce secteur-là. Néanmoins, on sait qu'on a déjà eu des retours comme quoi il aurait besoin de faire ce type d'évaluation, et donc on imagine adapter bientôt la méthode pour ce secteur en particulier, mais à l'heure actuelle, il n'est pas utilisable. Est-ce que le diagnostic permet de prendre en compte des retours sur investissement? Alors la réponse est non, puisque ce n'est pas l'objectif direct. Il y a des autres enquêtes, des autres études, des autres outils qui permettent de le faire, là, et qui sont en général un petit peu plus complexes à mettre en œuvre du point de vue de l'analyse. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un premier outil de sensibilisation pour faire la somme des coûts qu'on peut associer aux conditions de travail dégradées, mais ça ne présente pas un rapport coût-bénéfice d'une action de prévention qui peut être menée, et cette année-là peut être tout à fait faite. C'est un premier niveau qui doit inciter à s'engager et pas encore de tester les différentes hypothèses ou de tester l'efficacité des mesures qu'on a prises. Alors, on a aussi une question d'Émilie qui nous demande si l'outil est adapté à toutes les tailles d'entreprise et même aux TPE. Donc, la réponse est oui, il n'y a pas de contrainte ou de seuil minimum à partir duquel on peut l'utiliser. En revanche, la question qui va se poser, c'est la question du contexte, on va dire, de l'entreprise. Est-ce qu'on peut présumer qu'il y a beaucoup de coûts parce qu'il y a beaucoup d'absentéisme, une sinistralité relativement élevée, des départs non souhaités? Si on n'a pas une entreprise qui rencontre ce type de problème-là, l'intérêt de cette évaluation va être un peu plus limité. Alors j'ai une question de Catherine qui est peut-être plutôt pour Patricia. Est-ce qu'il est possible de consulter l'enquête IFOP qui a été réalisée? Alors tout à fait, elle a été présentée en septembre 2018 aux Assises du transport et de la mobilité. Donc vous pouvez la consulter sur le site de ecclesia.fr. Il y a un communiqué de presse qui a été fait sur les grands résultats de l'enquête. Très bien. Alors Catherine toujours, qui nous demande si les TMS sont toujours au hit parade des maladies professionnelles. La réponse est oui, ça je le sais. En revanche, peut-on connaître leur coût au niveau national? Je ne peux pas lui dire, j'aurais peur de dire une bêtise, je ne le connais pas. Alors moi je ne m'en rappelle pas, mais par contre sur le site de l'assurance maladie risque professionnel, sur les pages qui présentent le programme TMS Pro, le montant est mentionné. Très bien. Une autre question, est-ce que le diagnostic est adaptable au secteur du transport aérien? Eh ben, oui, a priori, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il soit réalisé, avec les mêmes conditions que j'ai dit tout à l'heure pour la question qu'Émilie nous a posée. Une autre question de Sylvain. Oui, donc là effectivement qui est plutôt pour Patricia. Moi. Oui. Donc nous accompagnons les entreprises au travers de leur performance sociale. En quoi c'est la mission d'un assureur dont la mission est la réparation et non la prévention? Alors effectivement, notre mission c'est la réparation, mais c'est aussi la prévention dans le cadre, on va dire, de la gestion du risque et puis aussi dans le cadre de notre mission d'intérêt général. En tout cas, c'est comme ça que Clésia se positionne, et on a effectivement des services de prévention primaires en termes de sensibilisation. Nous proposons aussi du dépistage dans les entreprises. Et puis si je reviens sur l'exemple précis du transport avec le degré élevé de solidarité, donc là, c'est bien les partenaires sociaux qui ont souhaité mettre au cœur de leur régime la prévention. Donc, parce qu'effectivement, si les personnes sont moins malades, il n'y aura pas besoin de réparer. Et en fait, ce qui nous intéresse quand même, c'est de permettre aux personnes d'être en bonne santé, ou en tout cas de maintenir leur capital santé, et d'aider les entreprises à prendre cette question et à les outiller au travers de services que nous proposons, mais également pour répondre à la question suivante de Sylvain. Alors non, on ne va pas prendre la place des acteurs identifiés sur ce sujet, tels que les CARSAT, les ARACT, etc. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent et que les entreprises ont du mal à se repérer. Donc nous, on a aussi ce travail,
pédagogique, quand on va en entreprise, de leur dire et de flécher ce qui existe, de leur dire de se rapprocher des CARSAT, de se rapprocher notamment sur le sujet des TMS qui est abordé précédemment. On leur fait connaître le dispositif TMS Pro si jamais elles ne le connaissaient pas. Donc nous, on est là aussi pour flécher des dispositifs qui existent et on est complémentaires, on est un acteur, la protection sociale complémentaire. Et une autre question intéressante, est-ce qu'il n'y a pas un risque à raisonner en termes de coûts alors que les prises de décision sont préférentiellement influencées par les gains? Alors, cette question elle est intéressante parce que c'était justement l'objectif de ce diagnostic, c'était de partir du constat que ce qu'on appelle les coûts liés aux conditions de travail dégradées, notamment de sinistralité et autres, étaient bien considérés par des coûts, on va dire, incompressibles par l'entreprise et donc n'étaient pas analysés ou étudiés en tant que tels parce qu'ils étaient considérés comme incompressibles. Et donc pour améliorer entre guillemets les gains, l'idée c'était de partir de l'idée de la démonstration que l'ensemble de ces éléments présentent déjà des coûts importants dont l'entreprise n'a pas conscience. Donc c'est vraiment la première étape avant après de s'engager éventuellement vers des actions qui permettront de dégager des gains financiers, mais pas seulement évidemment, aussi en termes de qualité de vie au travail, d'attractivité de l'entreprise et de la qualité de service qui pourrait être proposée. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va essayer d'y répondre avec Patricia. Donc, je vous répète que le diagnostic Perfeco, vous pouvez trouver le détail de la démarche sur notre site web à la rubrique publication. Vous pouvez aussi demander aux ARACT pour être accompagné dans sa réalisation. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, si je peux me permettre, ce qui est intéressant aussi avec le diagnostic Perfeco, c'est que ça peut être un élément de décision pour un sujet qui peut être estimé comme prioritaire, comme important, mais qui, compte tenu du contexte, compte tenu de toutes les missions ou les obligations qu'ont l'entreprise en ce moment, peut être décalé dans le temps. Là, en ayant cette approche, en disant effectivement, si vous menez cette politique de santé au travail, vous pouvez voir l'équivalent en ETP. Ça permet aussi peut-être, j'en suis sûre d'ailleurs, mais de prioriser la question de la santé au travail et ainsi de recourir aux différents dispositifs qui existent autour de tout cet écosystème dont Clésia fait partie en tant qu'acteur de la protection sociale, mais comme le précisait Sylvain, se rapprocher aussi d'autres acteurs. Donc pour faire le lien et la liaison avec les autres événements qui se produisent dans le cadre de la SQVT, si après avoir fait le diagnostic qui peut montrer l'intérêt de s'engager dans les démarches de prévention d'amélioration des conditions de travail, vous voulez passer à l'action, il y a 2 webinaires demain qui présenteront des éléments intéressants. Un webinaire sur les espaces de discussion demain à 9h30 et un webinaire qui porte sur la filière viande avec des exemples d'actions qui ont été entreprises donc dans la filière alimentaire. Donc là, on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.